Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre Pina. Ça fait, si la zappette va bien fonctionner, ça fait trop longtemps que je fais du SEO. Non, ça fait un petit peu plus de 10 ans que je fais du SEO maintenant. Actuellement, je suis lead SEO, responsable de la formation chez Primelis, qui est une agence search marketing et data avec un peu plus de 120 experts. Chez Primelis, on a un peu plus de 200 références clients et parmi ces différentes références clients, on a vu arriver de plus en plus sur les dernières années des clients en fait qui étaient présents sur le marché de l'occasion, et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des spécificités search en fait du marché de l'occasion. Alors de quoi on va parler dans cette presse? On va faire une petite overview rapide des chiffres du marché de l'occasion pour donner un petit peu de contexte. Ensuite, on parlera ensemble des enjeux, et puis on verra quelles sont les réponses search qu'on peut apporter à ces différents enjeux. Alors, les chiffres du marché de l'occasion, quels sont-ils? Le marché de l'occasion, c'est 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, pour un petit peu plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Pourquoi? En fait, la réponse est assez simple, c'est parce qu'aujourd'hui, plus de 7 personnes sur 10 achètent de la seconde main. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment on explique cette forte croissance? Deux raisons fortes. D'une, la baisse du pouvoir d'achat sur les dernières années. Donc les gens cherchent à acheter moins cher. La deuxième raison, c'est toutes les tendances liées à l'écologie, à savoir que les gens sont de plus en plus intéressés par la notion de circuit court, par opposition à la fast fashion dans le vestimentaire, par exemple. Et donc on se retrouve avec un marché de la seconde main qui explose. Alors comment est-ce que se répartissent les différents acteurs sur le marché de la seconde main? On a d'abord 90% de marketplace. Parmi ces marketplaces, on a des acteurs généralistes, Le Bon Coin, Vinted, eBay beaucoup plus anciennement. Dans les généralistes, on va trouver des acteurs comme les acteurs du prêt-à-porter, des vide dressing, des vestiaires collectifs. Et puis derrière, on a des acteurs très spécialisés sur des niches où la seconde main, c'est particulièrement porteur. On a également les marques qui se lancent. Ce qui est intéressant avec les marques, c'est qu'elles ont été pendant pas mal d'années assez retors à faire de la seconde main. On pensait que ça nuisait un petit peu à l'image de marque. Est-ce qu'on veut remettre sur le marché des produits qui ont été utilisés? Est-ce que c'est vraiment intéressant pour la marque? Et puis le problème, c'est que comme les marketplaces sont mis à distribuer les produits, après tout, il fallait bien que les marques finissent par rentrer sur le marché aussi un jour. Dans les acteurs qui sont rentrés récemment en fait, sur la seconde main, on a l'exemple par exemple du slip français qui a lancé sa plateforme de seconde main avec une solution spécialisée qui est Foam. On a aussi par exemple l'exemple de Mage, la marque de prêt-à-porter pour femmes, qui s'est associée à Lizzy pour lancer un service de location de robes. Et puis enfin, on a aussi la grande distribution qui s'empare progressivement du marché. Il y a beaucoup d'acteurs de la grande distribution qui sont associés à Redive, qui est en fait anciennement Patatam pour ceux qui connaissent, et qui poussent progressivement une offre seconde main sur leur site respectif. Comme je vous l'ai dit, le marché de la seconde main, c'est 90% de marketplace. Donc du coup, ça paraît intéressant de revenir un petit peu sur le business model et les spécificités de ces marketplaces. Les marketplaces, c'est évidemment des vendeurs, et ça a son importance, on reviendra là-dessus plus tard, qui viennent lister leurs produits sur la marketplace, qui viennent garnir l'inventaire, c'est très important de l'avoir en tête d'un point de vue search, qui viennent évidemment proposer leurs produits aux clients sur la marketplace, qui offrent un espace de transaction sécurisé, et en fait, la marketplace va se commissionner au moment de la vente, éventuellement au moment de l'expédition. La commission, elle est faite soit sur le vendeur, soit sur l'acheteur. Généralement, pour les marketplaces qui se lancent, on commissionne plutôt sur l'acheteur pour pouvoir plus facilement agréger de nouveaux vendeurs sur la marketplace. On ne va pas les allumer trop vite et tout de suite. Ce qui est important d'avoir en tête à ce niveau-là, c'est qu'en fait, les marketplaces, elles margent généralement, enfin, elles commissionnent généralement sur 5 à 20%. Donc en fait, on est sur des niveaux de rentabilité qui ne sont pas les mêmes que sur des e-commerce classiques. Et ça aura son importance dans les choix qu'on va devoir faire en search, en fait, pour piloter la stratégie de la marketplace. Alors, quels sont les grands enjeux de l'acquisition dans le secteur de la seconde main? Le premier enjeu, ça va être de recruter les vendeurs. Pour avoir une marketplace qui fonctionne en seconde main, il va falloir de l'offre. Et pour avoir de l'offre, il va falloir recruter les vendeurs.
Et il y a des réponses search à apporter pour pouvoir recruter correctement ces vendeurs et pouvoir en fait faire garnir son inventaire et augmenter rapidement son inventaire. Le deuxième enjeu, ça va être justement d'organiser cet inventaire. Donc on a recruté nos vendeurs, ils commencent à poser des produits sur le site. Maintenant cet inventaire, comment est-ce qu'on l'organise? Comment on retranscrit ça sur le site? Étant donné que si tout se passe bien, on risque d'avoir une croissance assez rapide de l'inventaire, avec des problématiques comme l'unicité des produits qui peuvent poser assez rapidement des problèmes. Et puis évidemment, le troisième enjeu, on va devoir les vendre, ces produits. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour adresser les bonnes cibles, pour être efficace dans les SERP, et pour s'adresser aux bonnes cibles et vendre le mieux possible nos produits. Alors, on va revenir sur le recrutement des vendeurs. Comme je vous l'ai dit plus tôt, 90% des sites de seconde main sont des marketplaces. Donc, en fait, si on n'a pas d'offre, du coup, on ne pourra rien faire du tout. Le deuxième point important, c'est qu'en search, les requêtes permettant de cibler des vendeurs sont des requêtes informationnelles. Ça peut poser un problème quand on est une marketplace, parce qu'en fait, on n'est pas forcément légitime pour se positionner aisément sur des requêtes informationnelles. Si on veut attaquer ça en paid, on risque d'avoir là aussi des problèmes de ROI sur des requêtes informationnelles, ça peut être un petit peu compliqué. Et le troisième point, c'est qu'il y a des thématiques éditoriales qui sont liées à l'achat-revente et qui sont parfois sensibles à aborder du point de vue de l'image de marque ou même du point de vue légal. Alors, quels canaux on peut utiliser pour cibler ces requêtes vente? Le premier canal, évidemment, le canal ici, c'est le SIA. Sur le SIA, ce sont les leaders qui trustent les requêtes vente. Donc en fait, si on veut aller recruter du vendeur via le paid, il va falloir qu'on utilise des bassins d'audience spécifiques intéressés par le marché de l'occasion pour limiter un minimum les dépenses, quoi. Le deuxième canal, c'est le SEO. Et cette fois-ci, si on veut recruter des vendeurs, il va falloir développer, comme je le disais un peu plus tôt, des stratégies éditoriales. Alors, comment est-ce qu'on fait pour couvrir l'intégralité de la sémantique liée à la vente pour maximiser le recrutement des vendeurs? Déjà, il va falloir qu'on travaille sur les axes sémantiques locaux. Ça peut paraître bizarre, on est online, mais oui, il va falloir travailler sur les axes sémantiques locaux parce qu'en fait, la première chose que fait un vendeur qui veut revendre un produit d'occasion, c'est trouver une réponse physique. Les gens qui veulent revendre des produits d'occasion, ils ont l'habitude de chercher des vide dressing, ils ont l'habitude de chercher des brocantes. Donc en fait, on va aller se positionner sur des requêtes locales. Vous avez l'exemple ici du pure player vide dressing, en fait, qui a créé des pages localisées et qui se positionne du coup en premier sur vide dressing Paris avec une page spécifique. Le deuxième point, ça va être de travailler sur les axes sémantiques nichés. Qu'est-ce que j'entends par niché? On va aller travailler sur les niches qui sont les plus porteuses sur le marché de l'occasion. Qu'est-ce qu'on entend par plus porteuses? Ce sont les typologies de produits en fait, dont on se sert peu de temps, qui coûtent cher et qu'ensuite on aimerait bien revendre. On pense donc du coup aux vêtements de grossesse par exemple ou aux vêtements bébés. On va ensuite pouvoir travailler sur les axes sémantiques liés aux marques. Ça paraît là évidemment beaucoup plus évident. Quand on cherche des produits d'occasion, les requêtes les plus tapées sont des requêtes liées aux marques. Donc en fait, les vendeurs, eux aussi, vont formuler des requêtes qui intègrent des mots-clés marques. On voit ici à droite que par exemple Rakuten a développé des pages spécifiques destinées aux vendeurs sur une requête comme vendre sac Louis Vuitton. Comme je le disais un peu plus tôt, il faut faire très attention à la thématique de l'achat-revente qui peut être sensible à adresser. Du point de vue juridique, si vous faites une page qui est revendre ses vêtements plus cher, ça peut être compliqué. Vinted a trouvé une petite astuce là, comme on peut le voir à droite. Ils sont allés pousser un contenu sur le forum, un contenu UGC, je pense que c'est eux qui ont poussé le post, qui s'appelle vendre plus cher que le prix initial et qui leur permet en fait de se positionner sur une requête type revendre ses vêtements plus cher. Alors, avec tout ça, on a réussi à agréger plus de vendeurs sur la plateforme. On a donc des vendeurs qui viennent déposer leurs différents produits sur la plateforme. Et la question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour organiser notre inventaire, ça va se traduire dans l'arborescence évidemment, pour maximiser au maximum notre présence online et pour couvrir l'intégralité en fait, du champ sémantique lié à l'offre produit qu'on a rendu présente sur la plateforme.
Première problématique, le contenu UGC. Ce sont, sur les marketplaces, les vendeurs qui viennent saisir les fiches produits. Et ça va nous poser pas mal de problèmes parce que les vendeurs, ce n'est pas des consultants SEO. Donc en fait, on va se retrouver avec des contenus qui sont pas toujours quali, surtout pas optimisés d'un point de vue SEO. On peut se retrouver aussi avec des visuels qui sont pas toujours super sympas, donc problème d'expérience utilisateur, de taux de conversion, problème d'un point de vue SEO évidemment pour le référencement, problème aussi toujours sur la conversion si on pousse les produits sur Google Shopping. Autre problème, c'est l'unicité des produits. Tous les produits qui sont poussés sur la marketplace sont des produits uniques. Donc ça veut dire que les produits peuvent passer rapidement hors stock. Comment est-ce qu'on fait et quelle solution on trouve pour gérer tout ça? Et enfin, troisième problème, et pas des moindres, la rigidité de l'arborescence. On va démarrer notre site avec un inventaire de 2000 produits, on crée une arborescence qui est sizée pour 2000 produits. Comment on fait quand ça se cale et qu'on se retrouve avec 200 000 produits sur le site? Alors, comment la réponse en fait pour développer son arborescence et pour avoir un peu de scalabilité, pour pouvoir la développer rapidement sans devoir passer régulièrement sur une refonte d'arborescence et sur de la recréation de catégories, ça va être d'utiliser deux méthodes qui sont complémentaires, travailler sur les pages facettes et puis travailler également sur le search indexing, les pages de recherche. Pour ceux qui ont vu la conférence de Rémi Nestasio un peu plus tôt dans la journée, il en parle très bien, parce qu'en fait, ce sont des méthodes qui sont semi-automatisées et qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de scalabilité sur le site. Dans le cas des pages facettes, j'ai un exemple avec un client, Celency, donc, qui travaille dans le mobilier d'occasion. On a ici un site qui a au départ une catégorie canapé. On va s'appuyer, on veut aller travailler sur la requête canapé 3 places en cuir. On va s'appuyer sur le système de filtres en fait, pour combiner des filtres via l'URL, produire une page optimisée, évidemment avec le bon title, le bon H1, et donc pouvoir se positionner sur toute la longue traîne située derrière canapé dès lors qu'on a de l'inventaire. Et puis, la méthode effectivement des pages de recherche interne, la méthode du search indexing, vous en avez déjà entendu parler dans la journée pour certains, c'est une méthode qui est complémentaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, fonctionner avec la méthode des facettes, ça nécessite d'avoir des produits qui ont été tagués correctement au back-office. Comme on l'a vu plus tôt, les vendeurs ne vont pas forcément taguer les produits correctement. Donc en fait, avec la méthode de la recherche interne, vous allez pouvoir vous saisir des requêtes sur les mots-clés qui sont pertinents, pouvoir ensuite créer des listings en fait, qui vont se générer sur la base du contenu saisi dans les fiches, pour pouvoir, en complément de la méthode des facettes, créer un plus grand nombre de pages et essayer de couvrir l'intégralité du champ sémantique qui correspond à votre inventaire. Un petit case sur Celency, donc le site dont je vous parlais juste à présent, c'est un site où en fait, en partant d'une arborescence un peu rigide au départ, on est venu créer 656 nouvelles pages via des facettes, 2000 nouvelles pages via le search indexing, et en fait on a fait plus 90% de users sur la durée de la collaboration. On va revenir du coup sur les fiches produits. Donc là on a travaillé sur notre arborescence a priori elle fonctionne. On va revenir sur la problématique des fiches produits. Comme je vous le disais plus tôt, chaque produit est unique. On a rarement plus de 2 produits en stock, c'est très rare sur un site de seconde main. Donc en fait le produit disparaît une fois qu'il est vendu. Ça pose de gros problèmes de conversion quand un client arrive sur un produit, comme ici le sac Chanel sur la droite, que le produit est vendu, en fait généralement le client va le perdre. C'est bien, on a amené du trafic, mais derrière on ne fait pas de chiffres. Deuxième problème, la problématique de duplicate content. Vous pouvez avoir plusieurs clients qui viennent tous saisir leurs fiches produits pour un même produit. Et là, vous allez vous retrouver avec un problème de cannibalisation dans les SERP. Vous avez plusieurs fois le même produit, mais en fait, ça génère plusieurs fiches, et en fait, ces fiches vont se cannibaliser et ne vont pas arriver à ranker correctement. Le problème du contenu UGC dont je parlais tout à l'heure, comme ce sont les utilisateurs qui saisissent le contenu, ce n'est pas toujours SEO friendly. Et on a également, toujours lié au fait que ce soit les vendeurs qui saisissent le produit, un problème de catégorisation. Le vendeur ne va pas forcément taguer les produits correctement, et donc du coup, en fait, vos listings,
ils ne vont pas bien se populer. On ne va pas avoir les bonnes remontées de produits dans les bons listings. Ce n'est pas forcément sur les listings qui vous intéressent le plus d'un point de vue SEO que vous allez voir des produits remontés. Par conséquent, ça peut être compliqué de capitaliser sur les produits d'un point de vue SEO et même d'un point de vue shopping. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est toujours intéressant de capitaliser sur les fiches produits quand on est sur un site de seconde main? Il n'y a pas de bonne réponse en fait, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez réussi à couvrir la très grosse partie du champ sémantique du site, à adresser la quasi-totalité des volumes de recherche avec votre arborescence optimisée, a priori, vous pouvez vous permettre de fermer les fiches produits. Ça veut dire qu'en gros, vous allez arrêter d'indexer les fiches produits, elles seront plus plaisantes dans les SERP, vous n'allez pas arrêter de les crawler. Pourquoi vous n'allez pas arrêter de les crawler? Parce qu'en fait, vos fiches produits, vous les poussez dans Google Shopping. Donc si vous les bloquez dans le robots.txt, c'est le même bot hein, pour Google Shopping et pour la SERP, eh bien en fait, il n'y aura plus de produits indexés dans Google Shopping. Donc en fait, on peut arrêter d'indexer les produits sur Google dans ce cas-là. Dans certains cas, il reste pertinent de continuer à indexer ces fiches produits, surtout dans le cas où en fait, vous avez beaucoup de produits iconiques sur le site, vous avez des produits avec une forte valeur ajoutée, vous avez énormément de granularité, vous n'arrivez pas à tout couvrir avec votre arborescence. Dans ces cas-là, ça peut être pertinent de continuer à les indexer, comme sur le cas de droite avec Celency. À gauche, donc c'est le site Bibs. C'est un site où on a coupé l'indexation de l'intégralité des fiches produits. Et donc en fait, avec une arborescence, enfin, avec un site qui ne fonctionne sans fiches produits, en fait, en 6 mois, on a réussi à faire 0 à 100K users sur le site. Donc en fait, c'est un site qui fonctionne sans fiches. Donc ça marche en fait. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont à 600K users à peu près. Donc c'est des choses qui fonctionnent. Si on garde nos fiches produits, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour se départir de cette problématique de pérennité dans le temps? On a vu que les fiches produits, au bout d'un moment, elles passaient hors stock. Et comment on peut faire pour avoir des fiches produits plus qualitatives? Il y a une solution qui est le fait de travailler avec des métafiches produits. Là, je vous ai mis l'exemple de Rakuten. Le principe, c'est quoi? Vous allez arrêter de faire... en fait, vous n'allez plus vous appuyer sur vos vendeurs pour... Ils vont continuer à rédiger leurs fiches produits. Par contre, c'est la plateforme, c'est la marketplace qui va rédiger des métafiches produits, qui va reprendre la main là-dessus. Donc les métafiches, elles sont optimisées d'un point de vue SEO. On a le descriptif qu'on veut, on a le title, le H1 qu'on veut, on a des visuels de qualité. Et au sein de ces métafiches, on va venir réagréger les différentes offres des vendeurs. Ça permet de garder des fiches produits qui sont plus pérennes dans le temps, optimisées, qui vont beaucoup mieux se positionner. Les offres vendeurs, on peut se permettre du coup de ne plus les indexer, puisqu'en fait on aura nos métafiches qui jouent ce rôle-là. Mais on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus clean, plus optimisé, et qui performe beaucoup mieux d'un point de vue SEO. Dans le cas où on décide de désindexer nos fiches produits, mais qu'on veut toujours être présent sur Google Shopping, il peut être intéressant de faire de nouvelles optis sur les fiches produits qui seront destinées uniquement à Google Shopping. On va travailler cette fois-ci plutôt sur la notion de conversion. Comme je le disais plus tôt, on peut vite passer par Google Shopping et se retrouver sur une fiche en fait, où il n'y a plus de stock, où il n'y a plus de taille. La bonne réponse dans ces cas-là, c'est de faire des templates de fiches Google Shopping dans lesquels on pousse des listings de produits similaires ou très complémentaires, mais pour en fait essayer de retargeter le client quand il arrive sur la fiche, s'il n'a pas trouvé sa taille ou en fait si le produit est hors stock. Donc, on a recruté nos vendeurs, on a un inventaire conséquent, on a organisé notre inventaire au sein du site pour essayer de couvrir l'essentiel du champ sémantique. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'adresser à la bonne audience? Sachant que les requêtes cibles, les requêtes cœur de cible, sur la seconde main, ça va être des requêtes occasion seconde main. C'est des requêtes sur lesquelles il y a des taux de conversion forts, mais comme on va le voir ensuite, ça génère peut-être pas assez de volume de recherche pour tenir le business du client. On a ensuite une autre possibilité qui est de travailler sur les requêtes pas chères promo. On a plus de volumétrie sur ces requêtes, mais ça ne correspond pas toujours à l'intention de l'utilisateur. Dernière possibilité, travailler sur les requêtes génériques, mais là c'est ultra concurrentiel et ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Alors comment on fait et qu'est-ce qu'on choisit?
Comme je l'ai dit plus tôt, les requêtes occasion seconde main, c'est des requêtes évidemment qu'il va falloir travailler. C'est les requêtes là où il y a le plus de potentiel de conversion. Par contre, le potentiel, comme je vous le présente sur la droite, il peut être trop limité pour le business du client. Donc il va falloir qu'on aille travailler sur les requêtes pas chères, en tenant compte en fait, du fait qu'on aura peut-être des taux de conversion un peu plus faibles, puisqu'en fait ça ne correspond pas toujours à l'intention de l'utilisateur. Mais comme vous pouvez le voir, aujourd'hui en fait, il y a des pure players, comme ici VidDressing, qui arrivent à se positionner en premier en fait, sur des requêtes pas chères. Là on est sur du sac channel pas cher. Le premier c'est VidDressing, avec une page qui ne contient que de l'offre occasion. Et dernier point, évidemment, les requêtes génériques. Ici, on peut se poser la question de la légitimité pour un site de seconde main. Mon point de vue sur ces typologies de requêtes, notre point de vue sur ces typologies de requêtes, c'est qu'il peut être intéressant d'essayer d'abord de les targeter via du paid, avec des bassins d'audience spécifiques, comme je le disais un peu plus tôt. Donc on va utiliser des bassins d'audience intéressés par l'occasion, on va targeter ça via du paid. Et puis ensuite, si on arrive à se positionner sur l'occasion, sur le pas cher, on pourra essayer de se positionner aussi sur du générique. On voit qu'il y a des acteurs qui arrivent. Ici, on a Collector Square qui arrive à se positionner sur Sac Channel, alors qu'en fait, ils font que de la seconde main. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu en fait dans cette présentation? On a 3 gros enjeux. Recruter des vendeurs en couvrant en fait l'intégralité du champ sémantique. Le deuxième enjeu, ça va être de bien organiser l'inventaire en arbitrant sur les différents choix. Est-ce qu'on capitalise uniquement sur les listings avec les méthodes que je vous ai données, à savoir les facettes et le search indexing, ou est-ce qu'on capitalise aussi sur les produits? Là, il y aura un arbitrage à faire également. Et en fait, troisième gros enjeu, vendre ces produits en adressant prioritairement les requêtes avec les plus forts potentiels de conversion, et puis en élargissant progressivement jusqu'aux requêtes génériques. Et on en a fini avec la présentation.